ne sais pas si les sapins, enfin quelqu'un pourrait, peut-être que Grisette, en fait, elle pourrait lancer le sapin jusqu'à Madagascar. C'est possible. En tout cas, on va vous proposer un voyage assez merveilleux vers cette île qu'est Madagascar. On va partir de la Belgique et descendre donc tout le continent africain pour terminer dans cette île magnifique avec un équipage qui est très extraordinaire puisqu'il est composé de Grisette, c'est une petite chèvre qui parle, non je ne suis pas folle, de Casse-Noisette, un écureuil, d'Alpha, un loup et puis surtout de Jojo le terrible, un petit lapin et de 2 lémuriens. Puisqu'ils veulent évidemment retrouver leur famille qui est restée au pays. Et pour compter cet étrange voyage, nous recevons avec nous l'auteur Bernard Fuselier. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, c'est évidemment En route vers Madagascar, le fabuleux voyage de Grisette. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'un conte pour enfants. Je n'ai pas tout consommé dans le frigo. Et la particularité quand même, Bernard Fuselier, c'est que vous êtes docteur en fait en sociologie. Vous êtes également directeur de recherche du Fonds national de la recherche scientifique et professeur donc de sociologie à l'université catholique de Louvain. C'est pas courant quand même qu'un docteur en sociologie s'attaque à un livre pour enfants. Oui, mais bon, je suis d'abord le papa de 2 filles. C'est plutôt ça qui a joué alors du coup. C'est ça qui a joué, bien entendu, à travers, je dirais, l'histoire que je racontais à mes filles. Bon, inévitablement, on est pris un petit peu par son métier, par sa qualification, et donc il y a un regard qui est porté sur l'histoire, qui est un regard, je dirais, de sociologue, notamment dans la manière dont on va définir les personnages. Grisette, comme vous disiez, c'est une petite chèvre, mais une petite chèvre intelligente, aventureuse, ingénieuse, et donc elle exprime finalement une forme de féminité qui ne correspond pas aux stéréotypes. Elle va de l'avant. On retrouve un petit peu dans Grisette, on a l'impression au début, et d'ailleurs vous y faites allusion, qu'on parle un peu de la chèvre de Monsieur Seguin, qui elle a pas très très bien terminé, qui n'a pas respecté les consignes données par Monsieur Seguin et qui a découvert un méchant loup. Ici, finalement, Grisette, elle rencontre aussi un méchant loup au début, mais qui va finalement devenir son ami. Je parlais d'Alpha. À chaque fois, en fait, au fur et à mesure de vos chapitres, parce que cette histoire est racontée donc en chapitres, on voit que cet équipage, il a de plus en plus de personnages très différents. C'est une manière pour vous de raconter aussi la société, comme vous avez expliqué, que c'était les différents personnages, les différents archétypes un petit peu qu'on peut avoir dans une société. Oui, donc je pense que l'histoire, d'abord une histoire qui fait rêver, on doit gambader dans un imaginaire, mais c'est aussi une histoire qui montre une diversité, et une diversité qui ne se construit pas dans la concurrence, mais dans l'entraide. En fait, pour faire ce long voyage de la forêt des Ardennes jusqu'à Madagascar, traverser la France, l'Espagne, passer le détroit de Gibraltar, traverser le Sahara, remonter le Nil, la jungle, la savane, etc., il y a plein d'épreuves. Et chaque épisode est en fait un passage et une épreuve qui doit être surmontée. Et cette histoire montre comment surmonter cette épreuve à travers finalement la solidarité entre le groupe d'amis, mais aussi des rencontres qui se font sur place. Et donc, je pense, en effet, c'est une image qu'on pourrait avoir d'une société diverse, mais qui n'est pas basée finalement sur l'individualisme, mais plutôt sur cette entraide qui est fondamentale si on veut aller de l'avant. Oui, puis vous allez un petit peu aussi vers l'écologie, parce qu'au début, quand même, Grisette, quand elle est en Belgique, elle fait face à des hommes qui veulent détruire la forêt, qui veulent en faire des cultures. On a toute cette question aussi, après, en Afrique, elle est un petit peu moins présente, mais on voit quand même que vous êtes un peu critique par rapport à la façon dont on gère la planète Terre aujourd'hui. Oui, et donc c'est pour ça qu'à travers un récit pour les enfants, on véhicule un certain nombre de valeurs, un certain rapport au monde. Et c'est vrai qu'au début de l'histoire, en tout cas dans un des épisodes du début, il y a le conte qui veut raser la forêt pour pouvoir augmenter ses cultures, faire plus de profit, se faire de l'argent. Et donc c'est là que les animaux de la forêt avec Grisette vont les contrer.
et vont se retrouver alors engagés dans cette aventure. Mais donc, en effet, on pourrait dire que c'est un livre qui a aussi une dimension écologique. Vous vous adressez à des jeunes ou des enfants de quel âge ? D'après les témoignages que j'ai reçus, c'est de 5 à 10 ans. Mais à partir de 5 ans, non, de 5 à 8 ans, je pense que ça doit être une lecture accompagnée par un adulte, parce que l'ouvrage, je l'ai fait sciemment, veut aussi être riche en vocabulaire. Vous avez pu le constater, oui, mais d'ailleurs, il y a un petit dico. Un petit dico à chaque page, et ça c'est intéressant, évidemment. Parce qu'il me semble que dans le monde numérique que nous connaissons, dans la novlangue, il faut, dès le plus jeune âge, essayer de donner le goût du vocabulaire, d'équiper en quelque sorte les enfants pour pouvoir lire le monde de façon complexe, parce que finalement on est dans une société complexe, mais évidemment on doit essayer de trouver des modalités pour ne pas les perdre non plus dans l'histoire, et donc y compris parfois les parents. C'est ce que j'allais vous dire, parce que je pense qu'il y a certains mots, peut-être certains parents peuvent se demander aussi ce qu'ils veulent dire, donc c'est pratique de pouvoir paraître intelligent auprès de son enfant après. Donc voilà. Sans regarder Google. Sans regarder Google. Donc voilà, j'ai voulu avoir ce petit déco en note de bas de page qui m'a été suggéré par des conseillers psychopédagogiques de l'ONE. Je dois l'avouer, parce que je l'avais fait. Vous devez être encadré pour quand on écrit ce genre de livre à l'attention d'enfants. Il faut être encadré justement par. Non, il faut pas. Non, pas du tout. C'est vous qui avez fait. Oui, il ne faut pas être encadré. Mais bon, j'ai l'habitude d'écrire. J'ai écrit plusieurs bouquins, mais plutôt scientifiques, des centaines d'articles. Mais c'est la première fois que je me commets à un livre pour enfants. Et alors, il y a toujours un petit peu de doute. Et comme scientifique, j'aime bien de faire vérifier. Et donc, j'ai eu le support de l'ONE et notamment de 2 conseillers psychopédagogiques qui ont fait une lecture et qui m'ont donné un certain nombre de conseils et qui ont validé en quelque sorte l'histoire. Et donc, à partir de là, je me sentais un peu rassuré. Des amis, des proches m'avaient dit c'est une belle histoire, elle est entraînante, elle est dynamique, elle fait rêver les enfants, les petits-enfants à qui elle avait été racontée, parce que j'ai aussi testé quand même avant de livrer, je dirais, l'histoire, mais en même temps, s'adressant aux enfants, je voulais être le plus rigoureux possible. À la limite, j'estime que je dois mettre toute la rigueur que je mets pour mes recherches scientifiques au service d'une histoire pour enfants. Bien entendu. Et considérant qu'il y a beaucoup d'excellents livres pour les enfants, mais il y a aussi pas mal de livres que je trouve fort infantilisants. Et donc, je voulais un petit peu me démarquer, d'où d'ailleurs, c'est un livre qui fait 136 pages. C'est pas rien. La première fois que je suis allé à Club, donc pour dire, est-ce que vous voulez distribuer ce livre ? Oh, mais c'est un gros livre pour enfants. Oui, c'était la volonté d'avoir finalement 15 épisodes, c'est-à-dire la possibilité de raconter 15 petites histoires dans l'histoire, et donc au moins 15 jours de... Oui, parce que c'est ça qui est assez pratique. Vous dites c'est un gros livre, mais comme c'est chapitré, en fait, à peu près, chaque histoire fait 4 pages, grosso modo. Donc, en un quart d'heure, 20 minutes, on l'a lu. C'est bien pour s'endormir, du coup, juste avant, pour raconter l'histoire juste avant. Vous l'avez dit, c'est un gros livre, mais vous l'avez fait en auto-édition. Est-ce que ça a été compliqué ? Pas vraiment, parce que j'ai eu un support merveilleux de la SIACO, qui est une coopérative à Louvain-la-Neuve, qui au départ était liée au mouvement étudiant. Et je dois dire que j'ai rencontré des personnes à la fois très soutenantes, très compétentes dans le conseil, dans le graphisme, parce qu'il fallait évidemment penser l'ensemble. Et ce travail en auto-édition, je le voulais parce que, justement, je voulais me démarquer un peu des canevas standards et d'avoir mon propre livre sur mesure. Et finalement, je pense que le résultat est très bien. Les illustrations aussi sont très très belles, évidemment. Elles correspondent à chaque fois à un endroit, puisque c'est en fonction des épisodes. C'est en début d'épisode, donc un paysage. On a les yeux verts à l'épisode 2. Moi, je le découvre, pour être tout à fait honnête. Les méchants brigands à l'épisode 4. On est dans une forêt, on voit une petite maison. Là aussi, c'était important, j'imagine, pour vous, de bien représenter grâce à ces illustrations. C'est quelqu'un que vous connaissiez ? Oui,
Oui, donc c'est Philippe Saint-Gelais qui habite à Longueville, donc à côté de Chaumont-Gistou. C'est mon beau-frère. Une belle collaboration. Donc il y a une collaboration familiale et c'est vrai qu'il a fait chaque illustration est un petit chef-d'œuvre. Oui. Et comme vous le dites, en début d'épisode, pour essayer de créer une atmosphère, une ambiance, de plonger dans un contexte, mais si vous regardez, c'est pas figuratif. Donc vous laissez l'imagination des enfants gambader, parce que c'est vrai que des fois on se dit ah tiens, moi j'aimerais bien voir à quoi il ressemble Jojo le terrible, mais au final on n'a qu'à se lamenter et c'est ça aussi. C'était la volonté, c'est de dire il faut vraiment stimuler l'imagination et éviter finalement de trop la canaliser. Et donc parce qu'on pourrait faire une bande dessinée avec ça. Effectivement, à ce moment-là, ce serait très figuratif, peut-être. Ça peut être un autre exercice. Écoutez, pourquoi pas pour une prochaine fois. Où est-ce qu'on peut le trouver? Vous avez parlé vous êtes allé chez Club, mais est-ce qu'ils vous l'ont pris? On peut le trouver où? Oui, donc il est diffusé par Club dans tous ses magasins, Filigrane ici à Bruxelles, Papyrus à Namur, Molière à Charleroi, à Liège également, toute direction. Bref, il y a un ensemble de librairies partenaires et on peut aussi directement le commander sur icidoc.com, donc à la Siaco, soit en e-book, mais en e-book il est aussi sur Amazon, sur Google Book, etc. La Fnac. Donc c'est un livre qu'on peut facilement trouver. Et je le dis, on peut trouver des informations, notamment j'ai créé, on m'a stimulé à créer une page Facebook, Les Aventures de Grisette, où toutes ces informations sont reprises. Donc j'invite les auditeurs de pouvoir aller consulter cette page Facebook sur Les Aventures de Grisette. Est-ce que la recette des crêpes est aussi sur Facebook ? Ah non. Oh, dites. Donc il faut acheter le livre. Il faut acheter le livre. Qui est également, donc il y a une partie qui va au profit du Télévis également. Merci beaucoup Bernard Fuselier de Madame Séraphine. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour nous parler de ce livre donc, et de cette aventure de Grisette et en route vers Madagascar. Merci. Merci pour l'invitation.